Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais quoi? Tu serais rien? Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Bac Nord, le film choc de Cédric Jiménez, André Berkoff, qui avait suscité donc la polémique dès sa sortie en 2021. Et bien aujourd'hui, Sébastien Soulet, le fameux flic qui a inspiré cette fiction, raconte dans un livre poignant qui vient de sortir, André, ses vérités sur le scandale concernant cette brigade anti-criminalité qui avait donc éclaté à Marseille en 2012, André. Oui, moi, j'ai vu Bac Nord effectivement quand il était sorti. Et j'ai été frappé par une chose, c'est cette espèce de conformisme mental d'un certain nombre de gens qui disaient que, ah là là, ce film dérangeait, ah oui, c'était pas tout le monde et la police tue, etc. C'était pour une fois un film dans la nuance. Et oui, dans la nuance et dans la violence. Mais la violence n'implique pas l'absence totale de nuance et la prémonition, la prééminence d'une idéologie. Voilà. Il y avait les quartiers nord de Marseille, on voyait, la zone au taux de criminalité la plus élevée de France, les trafics, la drogue, les narcos, etc. Et puis la BAC et les chiffres, c'est très intéressant parce que tous les problèmes étaient, en tout cas une partie des problèmes étaient abordés là. Et c'est un film très fort. Moi je me rappelle, j'ai eu vraiment, et j'étais pas le seul, heureusement, c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, Sébastien Soulet, vous faisiez partie donc de cette brigade, de cette fameuse Bac Nord. Et on sait qu'il s'est passé énormément de choses et des drames. Et je ne dirais pas des erreurs judiciaires, mais enfin, effectivement, où le politiquement correct et le mentalement correct et l'éthiquement correct a joué de façon énorme, Céline. Et oui, Sébastien Soulet donc raconte dans un livre qui vient de paraître aux éditions City, Flic à la Bac Nord, il raconte sa version des faits. Alors comment a-t-il vécu le fait de passer du statut de super flic à celui de ripou? Comment s'est-il reconstruit? Il nous racontera tout dans un instant sur Sud Radio, reste avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Alors les chefs d'accusation, raquette et trafic de drogue en bande organisée. Il se passe quoi? Non, rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. Tu sais rien des quartiers nord! On a failli crever là-bas! Et oui, Bac Nord, ce film est inspiré d'une véritable histoire, André Berkoff, une histoire vraie, celle de plusieurs policiers de la BAC de Marseille qui ont été arrêtés donc en 2012. Ils étaient accusés de racket et de trafic de stupéfiants. Sébastien Soulet, vous êtes l'un des flics qui a figuré au cœur de ce scandale. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio donc jusqu'à 14h. Vous publiez un livre qui m'a personnellement bouleversé, dans lequel vous racontez votre descente aux enfers. Alors quand l'affaire éclate, racontez-nous, vous êtes baqueux depuis 8 ans. C'est ça, déjà bonjour, merci de me recevoir. Et effectivement, ça faisait déjà 8 ans que j'étais affecté dans cette brigade, la BAC de Marseille, la fameuse, celle qui faisait rêver un peu tous les jeunes qui arrivaient sur Marseille, celle qui avait le plus de résonance, en tout cas à mon sens, celle qui était connue de par les chiffres qu'elle a menés, les interpellations qui étaient menées et la qualité de son travail. Et oui, votre terrain de jeu, c'était les quartiers nord de Marseille. C'est ça, je l'appelle souvent comme ça parce que c'est un terrain de jeu, non pas, c'est pas un terme péjoratif, c'est pas un ça, mais c'était plusieurs arrondissements de Marseille, les quartiers nord, et c'est vrai que pour nous, qui faisions notre travail, on le prenait quand même pour un jeu parce que c'est une bande de copains, une c'est gendarmes et voleurs. Mais c'était en gros, c'était ça, même si dans notre tête, on avait dépassé ce stade-là, mais en fait, c'était une bande de copains qui
prenaient du plaisir immense à travailler ensemble, qui aimaient la difficulté de ces quartiers, parce qu'il y a une réelle difficulté à intervenir aussi pour les fonctionnaires de police. C'est toujours difficile. C'est pas la même chose que d'intervenir dans un village. Et du coup, voilà, on était tenus à l'adrénaline qui passait dans nos veines, parce que tous les jours avait son lot de missions particulières. Juste un moment, Sébastien Soulet, les quartiers nord de Marseille, ça fait longtemps qu'ils sont le havre, enfin un des havres de narcos, de la drogue, des trafics. Oui, parce que moi je suis arrivé en 2004, affecté à la BAC Nord de Marseille, et les anciens qui commençaient à partir petit à petit me faisaient part aussi de leur vision de ces quartiers, et c'était déjà la même, c'était déjà tenu par des trafiquants de stupéfiants. Il y a énormément de points de deal dans Marseille et dans les quartiers nord spécifiquement, et du coup je vois que la situation n'a pas trop changé, puisque c'est toujours exactement la même. Aujourd'hui on le voit, l'actualité nous donne malheureusement raison, mais ça n'a pas évolué. Eh oui. Alors, dans l'affaire de la BAC Nord, 18 policiers ont été mis en examen, 7 dont vous ont été placés en détention provisoire en 2012. Qu'est-ce qui, à l'époque, a déclenché cette affaire ? À l'époque, il y a eu, alors il y avait plusieurs bruits, c'est comme ça que l'affaire est née. Il y a un ancien policier de la BAC qui avait fait quelques mois à la BAC Nord. Il y avait plusieurs groupes déjà dans la BAC, donc il ne faisait pas partie de mon groupe, mais avait Vous étiez combien en tout à la BAC Nord ? On était une soixantaine, entre 60 et 80, ça dépendait. En fait, on perdait un petit peu de monde, mais en gros on était 65, je crois, entre la BAC Nord de jour, la BAC de nuit et tout ça. Donc il y avait un ancien policier qui avait été révoqué de par ses agissements qui étaient pas très beaux, et en contrepartie de déclarations, il jouait sa réintégration avec le préfet de l'époque, le préfet Gardère. Donc du coup, il y est allé de beaucoup d'informations, de beaucoup d'indices apparemment. Il disait j'ai vu ça, je sais ça, il se passe ci, il se passe ça. Quoi par exemple ? Quand il disait voilà tel groupe ou tel individu, moi je sais que à ce jour-là ils ont volé beaucoup de drogue, ce jour-là. Donc le gros avantage de tout ce qu'il a pu dénoncer, c'est qu'il y avait tellement de détails dans tout ce qu'il annonçait que ça a été plus facilement cassable. Et par nous, puisqu'on avait vécu, et justement ça correspondait pas à ce qu'il disait, et par nos avocats auprès de la justice. Mais après, il a été monté comme le pilier de l'affaire de la BAC Nord, ça a été ça. Et puis finalement, c'est la juge d'instruction qui, derrière, l'auditionne et qui dit en gros qu'il a fait ça juste par ego, qu'il a fait ça pour vendre son livre à l'époque, et que tout ce qu'il a déclaré a été infirmé. Donc c'est un peu grave, parce que c'est arrivé un peu trop tard pour nous. Mais en tout cas, le fameux pilier de la BAC Nord a été juste quelque chose qui a fait pchit un petit peu plus tard, trop longtemps après, mais tout a été infirmé. Donc vous, il vous a accusé de trafic, etc. En fait, etc. il remettait, c'était pas. Alors moi spécifiquement, il m'a aussi accusé de beaucoup de choses, en sachant que cet individu n'a jamais tourné avec moi, pas une seconde dans la même voiture. Donc du coup, je trouvais quand même ça bizarre. Moi, je me dis que si j'avais monté l'enquête, je me serais dit quand même à quel moment ce gars-là peut savoir ce qui se passe dans une voiture, en sachant que le jour où je travaille, lui, il était en repos. Et oui. Et c'est suite à ces dénonciations, entre guillemets, que vous avez été mis donc sous écoute. Non, sous écoute dans un premier temps. C'est ça. En fait, suite à ces déclarations, d'abord nos téléphones portables ont été placés sur écoute, donc des fonctionnaires de police qui étaient incriminés. Et à la suite la fin en fait de ces écoutes, c'est que il en sort rien du tout. Et c'est ce qui est magique, c'est que en fait on s'attendait à eux s'attendaient, l'IGPN, la police des polices s'attendait à ce qu'il en ressorte quelque chose, et il en ressortait rien. Là, on aurait pu se dire s'il en ressort rien, c'est que peut-être ils ne font pas grand-chose. Mais là, ils ont contourné et ils se sont dit s'ils disent rien, c'est que forcément il y a quelque chose. Eh oui. C'est là, voilà. Et c'est après qu'on est parti. Voilà, c'est un raisonnement qu'on ne voit pas forcément arriver, mais en tout cas, c'est celui qu'ils ont eu. D'où après les sonorisations des véhicules de la BAC. Donc ils ont placé des micros à l'intérieur des véhicules, tous les véhicules de la BAC dont on se servait. Et oui. Et suite à cela, donc vous et plusieurs de vos collègues, donc vous avez été interpellés. Vous-même le 2 octobre 2012 à votre domicile. Comment s'est déroulée cette interpellation, et comment vous-même vous l'avez vécu ?
L'interpellation, elle se passe comme toutes les interpellations qu'on aurait pu faire nous-mêmes le matin. Donc c'était 8h du matin, ils frappent à la porte, ils vous annoncent leur qualité, c'est-à-dire inspection générale de la police nationale, avec les fameux bœufs carottes. l'IGPN. Ils s'assurent de votre identité pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Et une fois que vous leur avez dit que vous appelez bien comme ceci, ils vous disent vous êtes placé en garde à vue. Et là, ils vous débitent des chefs d'inculpation qui, sur le coup, vous écoutez même pas parce que c'est tellement gros que vous y attendez pas. Déjà, vous êtes placé en garde à vue, vous attendez déjà pas trop. Et ensuite, c'était une interpellation comme tout à chacun. Je veux dire, qui a fait face, c'est qu'ils font rentrer les chiens stupes, ils font rentrer tout le personnel qui était là. Ils fouillent la maison. Ils fouillent la maison, ils fouillent le jardin. Ils retournent carrément toute votre maison. Alors il n'y a rien qui a été laissé au hasard et sincèrement je les en remercie maintenant avec le recul parce que c'est ce qui m'a permis de démontrer qu'il n'y avait rien chez moi parce que s'ils avaient oublié quelque chose ça aurait peut-être laissé un doute et là ils ont tellement été minutieux. Alors je sais pourquoi ils voulaient être minutieux, c'est qu'ils pensaient trouver quelque chose. Ça n'a pas été le cas, en tout cas voilà, tout y est passé, mes affaires de travail, mes sacs, ma voiture, mon terrain. Toutes les pièces de la maison, enfin, il n'y a rien qui a été oublié. Ah oui, alors vous l'avez dit, la perquisition n'a rien donné. Vous êtes quand même donc placé 4 jours en garde à vue, comme d'autres collègues de la BAC. 96 heures, c'est le sort réservé à la délinquance, la criminalité en bande organisée au gros trafic. 4 heures, c'est le régime spécial. Et oui, de stupéfiants, écrivez-vous. Dès le départ, vous êtes en fait considérés comme des délinquants. En fait, je pense que le fait de nous mettre en bande organisée, parce que elle a sauté très vite. Tout est relatif. Elle a sauté quand même rapidement. Parce qu'une bande organisée, vous imaginez bien que c'est comme une entreprise. Hein. Vous avez un chef, voilà, c'est une grosse nébuleuse où tout le monde interréagit avec tout le monde. Et ça, ils ont vite réalisé que c'était pas le cas. Par contre, le fait d'ouvrir les portes sur une criminalité organisée, ça vous ouvrait des moyens justement comme les sonorisations, comme des prélèvements génétiques. Enfin, ça ouvrait des moyens presque indéfinis, enfin illimités, pour pouvoir enquêter sur nous. Donc, je pense que ça a été le but de ça a été d'ouvrir toutes les portes pour essayer de nous coincer sur quelque chose. Oui. Alors vous racontez effectivement dans votre livre comment se sont déroulées les auditions et vous dites que votre interlocuteur appliquait avec vous la technique de l'usure. Oui, ça a été un peu ça. En fait, c'était les auditions ont été ça a été très long parce que du coup sur le moment, c'est vrai qu'on perd un peu pied. On ne sait pas s'ils nous ont sortis de garde à vue, s'ils revenaient et pardon, un jour je me suis calé, j'ai regardé les horaires, mais en fait les horaires d'audition étaient très longs en fait, et ils nous gardaient peut-être qu'une seule fois, ils nous prenaient en garde à vue pour faire l'audition qui durait très très longtemps. Après, ils avaient beaucoup de questions quand même à nous poser. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'avec les questions, ils écoutent aussi nos réponses. Ça n'a pas été trop le cas. Oui, vous avez jamais été entendu. Non, entendu. Ouais, c'est vraiment, c'est peut-être un jeu de mots, mais on n'a réellement jamais été entendu. Je l'étais, mais ce que je disais n'avait aucune valeur parce que je le dis, je le répète. Ce que j'ai dit du premier jour de garde à vue, c'est ce que j'ai répété devant la présidente du tribunal, et j'ai jamais changé une virgule de tout ce que j'ai déclaré. Oui, j'aurais aimé être entendu. Oui, sur ce que je disais. Oui, avec le recul. Justement, comment vous analysez le fait aujourd'hui de ne pas avoir été entendu? Pourtant, vous leur avez apporté les preuves de votre innocence. Sur le moment où oui, les preuves. Alors sur le moment, je les ai pas. Ils ont que mes dires. Donc je vais pas non plus rajouter. Mais je pense que comme ils nous avaient mis sur écoute et qu'on était sonorisés dans les voitures de police, je pense sincèrement qu'ils avaient quand même un petit peu plus de certide sur ce qu'on faisait, surtout sur ce qu'on ne faisait pas. Je pense qu'à un moment, ça a été plus ou moins oublié quand même. Au moins, tout du moins quand ils ont annoncé à la juge d'instruction ce pourquoi on était là, je pense qu'ils auraient pu faire un package un peu de tout ce qui allait dans notre sens. Juste un mot, Sébastien Soulet. En fait, quand ils vous interrogeaient, donc ils étaient, pour eux, vous étiez coupables. Je veux dire, vous étiez... c'est ça, ils avaient déjà collé l'étiquette. C'est comme ça que je l'ai ressenti, oui. En fait, peu importe ce que j'aurais pu déclarer, je pense que j'étais déjà prévu pour partir en détention provisoire. Maintenant, avec le recul, c'est ça. Sur le moment, on ne le voit pas parce qu'on ne sait pas qu'on va monter en prison. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça que je le ressens. Je pense que j'aurais pu dire tout et n'importe quoi, ça n'aurait pas changé mon sort. Oui. Et quand vous entendez justement que vous allez être placé en détention provisoire, comment ce mot détention a résonné en vous? Alors, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est être un bon ou un mauvais avocat,
Mon avocat m'avait déjà alerté au bout du 2e jour de garde à vue en me disant on a quand même une possibilité de partir en détention provisoire. Donc je m'y étais plus ou moins préparé. Moi je préfère toujours savoir ce qui va m'arriver plutôt que de l'apprendre par la JLD, puisque ça a été le cas. Donc ça frappe fort parce qu'on se dit c'est une blague, ça va durer une semaine, puis ils vont comprendre quand même que ce que j'ai dit c'était vrai et puis je vais sortir. Après le temps a été un petit peu plus long. Mais ouais, j'ai été plus ou moins déjà drivé par l'avocat. Préparé, quoi. Ouais, je pense. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Je préférais avoir la vérité plutôt que de prendre de plein fouet cette décision devant la JLD au bout de 4 jours de garde à vue. Mais comment il a justifié cette décision ? C'était toujours des indices graves et concordants, ça c'est pour votre mise en examen. Et puis surtout, ce qui frappe, c'est qu'on vous dit en gros que c'est un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que quelque chose que vous maîtrisez pas du tout. Le trouble à l'ordre public, c'est l'enchaînement des médias. Ça a fait quand même la une des journaux, des chaînes d'infos pendant quelques semaines, et je pense que même pendant quelques mois. Tout le monde en a parlé, et du coup, on vous oppose vous avez fait du bruit. Mais c'est ça. Et vous êtes responsable du bruit médiatique que vous avez fait. Et ça, c'est très compliqué à écouter parce que du coup, vous dites, mais j'y suis pour rien. Moi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quand même des extraits de nos auditions qui sortaient sur les médias. Autant vous dire que c'est pas nous qui le faisions. On était en garde à vue, donc c'est vrai que quand on vous annonce ça, un certain nombre de greffiers et d'autres qui communiquent. Oui. Alors le 5 octobre 2012, donc vous êtes conduit en prison pour votre sécurité. Vous êtes placé à l'isolement. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos premiers instants dans cette cellule? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en quelque sorte? À l'isolement, alors c'est pour votre sécurité, c'est parce que du coup j'ai eu après l'occasion de demander, parce que l'isolement c'est très bien parce que vous êtes en sécurité, mais le temps est très long, c'est-à-dire que vous voyez personne. Donc à un moment j'avais parlé au maton et je lui avais dit mais pourquoi nous on n'a pas le droit d'aller se promener avec les autres pour passer le temps, parce que c'est très compliqué quand même une journée quand on fait rien, c'est très long, la cellule est pas très grande. Et il m'a dit, mais là, vous allez tenir 2 minutes. Donc, en fait, on arrive, quand on est placé en détention et qu'on y arrive, c'est un monde qui nous est inconnu. Pourtant, il n'est pas si loin de la police parce qu'on en entend parler quand même souvent. On arrête des gens, la plupart vont en prison. On entend les jeunes quand ils nous disent à cause de toi, quand on les retrouve une fois qu'ils sont sortis, à cause de toi, j'ai pris 6 mois, j'ai pris 7 mois. Donc, on connaît un peu les mots et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes là-bas, vous êtes le clan le plus haï des délinquants. Donc ils sont là pour c'est ça. Là, vous avez envie de régler le compte, quoi. Exactement. Donc la 2e minute, mon prénom était déjà connu de par les détenus qui frappaient à ma cellule, qui criaient votre prénom, et qui criaient mon prénom. Oui, parce que vous dites que les médias en fait avaient donné tout le détail de vos affectations dans cette prison. En fait, bien sûr, il y avait les chaînes infos qui passaient et on voyait les policiers de la BAC Nord en détention provisoire, là. Donc eux, ils sont pas non plus bêtes, ils savent où se trouvent les bâtiments d'isolement, ils voient 3 cellules qui s'allument, la chaîne info qui dit qu'il y a les policiers, donc ils ont vite fait le rapprochement. Oui. Vous êtes arrivé d'avoir peur en prison? Oui, c'est sur les premiers coups, parce qu'en fait, c'est je fais souvent le parallèle, je dis, dans la police, et souvent dans les quartiers nord, on agit quand même dans des situations très compliquées, un contexte qui est très dur, les gens peuvent arriver très vite, mais on est le propre garant de sa sécurité. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va pouvoir gérer et comment on gère avec ses collègues, et on se connaît par cœur, on sait que en fonction de là où on va se tenir, de comment on va intervenir, si on va devoir aller plus vite que prévu, si on va prendre la fuite, enfin, on gère sa propre sécurité, donc ça, on en a l'habitude, on est professionnel. Le problème de la prison, et c'est ce qui est bizarre, c'est que vous êtes enfermé dans 4 murs, mais ça, vous le gérez plus du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes traversé par un esprit qui vous dit, mais comme il faisait que taper, vous dites, mais est-ce que quelqu'un peut pas jeter un cocktail Molotov dans ma chambre, en sachant que le détenu qui avait auparavant avait mis le feu dans la cellule dans laquelle j'étais. Donc on se dit, mais est-ce que le matin on va pas ouvrir la porte et me faire entrer quelqu'un? Et en fait, c'est ce sentiment d'insécurité qui est bizarre parce qu'il vous touche alors que vous êtes enfermé. Et c'est peut-être le seul endroit où vous pouvez ne pas avoir peur. Et puis vous êtes un policier sans armes. Et vous êtes un policier sans armes, sans vos collègues, parce qu'on est toujours assisté de quelqu'un. C'est un monde qu'on connaît pas, c'est assez compliqué. Je pense que pour pouvoir juger ce monde-là, il faut y être passé. Ceux qui peuvent en parler ou qui disent oui,
oui, j'imagine. C'est pas vrai. On ne peut pas imaginer si on n'y est pas allé. Eh oui. Et ce qui m'a déstabilisé personnellement, c'est quand j'ai lu que vous racontez en fait que le pourquoi de votre incarcération, vous le ressassiez en permanence et qu'au bout d'un certain temps, j'ai fini par me persuader que j'étais coupable, écrivez-vous. Comment l'expliquez-vous avec le recul? Je pense que c'est un moyen de défense, ça. Ouais. C'est un moyen de défense pour vous permettre d'avancer, parce que si vous pensez de longue à l'injustice et vous dites oui, mais pourquoi moi? Alors après, est-ce que ça touche que moi? Est-ce que c'est moi qui réagis comme ça? Je sais pas. Ça a été sans doute un moyen de défense pour se dire bon, je crois, j'ai peut-être fait quelque chose, et puis partir sur ça en sachant qu'on a. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est quelque chose qui se passe dans la tête. Moi, je l'ai perçu comme ça pour peut-être. Arriver à supporter la prison, parce que c'est pas évident. Et oui, parce que vous c'est de l'autodéfense. Et oui, vous ferez 69 jours de prison. Alors le 12 décembre 2012, vous êtes libre, enfin, sur le papier, parce que ce n'est pas si simple que cela en réalité, écrivez-vous dans votre livre. Vous nous direz pourquoi dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the Sébastien Soulet, cette chanson vous a accompagné pendant toute votre détention. Et c'est le Alléluia de Leonard Cohen. Faut le rappeler. Interprété par Jeff Buckley. Interprété par Jeff Buckley, absolument. Alors moi, c'était Jeff Buckley. À l'époque, qui passait. Oui, c'est. En radio, ça vous le passez sur la radio? Non, c'était la télé. On n'avait pas la radio, c'était la télé. Alors c'était les chaînes qui passent de la musique. Ah, c'est ça. Et voilà. Mais l'idée de ça, c'était surtout de faire ressortir qu'en fait, on touche tellement le fond qu'on est. Comment expliquer? En fait, on se raccroche à quelque chose. Et moi qui suis pas pratiquant ni quoi que ce soit, je me disais mais il faut que je me raccroche à quelque chose. Et c'est vrai que cette musique, j'avais envie de prier. Donc chaque fois, je me mettais à genoux, je faisais le signe de croix. Et ce qui m'a permis, et depuis je l'oublie pas parce que chaque fois que je passe devant une église ou quoi, j'ai l'impression que je dois quelque chose. Mais du coup, ça vous a permis de tenir. Oui, quand même. je pense. Mais l'idée, et c'est en ça que c'est compliqué, c'est qu'il faut surtout se rappeler, c'est que c'est tellement dur, c'est que on a tellement besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, pour moi, ça a été bien parce qu'il n'y a pas de souci, mais j'imagine les jeunes qui rentrent là-dedans d'une petite ou moyenne délinquance et qui se retrouvent aussi frappés, même s'ils ont fait quelque chose. L'idée, c'est pas ça. C'est que il faut faire attention à ça à la prison, c'est qu'elle peut devenir criminogène très rapidement. C'est-à-dire, exactement. Et je pense qu'il y a même des fanatiques religieux, alors, qui peuvent arriver et vous êtes tellement, vous touchez tellement le fond émotionnellement que c'est peut-être le danger que on ne comprend que si on y passe. C'est pour ça que j'aimerais que ce soit compris et entendu, c'est que ces jeunes-là, il ne faut pas que la prison devienne criminogène parce qu'on mélange tout le monde dans ces prisons. Alors nous, on avait quand même la chance, je le mets entre guillemets, d'être à l'isolement, donc vous essayez de faire votre route tout seul. Donc moi, ça me raccrochait à ça m'aidait de penser à autre chose, mais ça peut être quand même un gros danger, je pense, et ça l'est pour certains, c'est que vous pouvez rentrer petit délinquant et sortir plus grand. Et sortir plus grand. Et ça, surtout je pense qu'on mélange un peu tout le monde, c'est ça le terrible. C'est ça. Et oui. Alors le 12 décembre 2012, vous avez été donc libéré de prison après 69 jours de détention. Dès votre sortie, vous avez été autorisé par la justice à exercer à nouveau votre profession. Oui, et c'est un peu ce qui me laisse penser que la justice à un moment a pris en compte toutes nos déclarations, toutes nos observations, celles des avocats, parce que un policier qui sort de prison avec le droit d'exercer le lendemain, alors ça s'est pas fait si vite parce qu'il y avait une procédure administrative un petit peu plus longue. Non, bien sûr, mais c'est quand même une preuve que sinon il vous aurait pas laissé exercer. Et c'est comme ça que je l'ai pris et je me suis dit c'est quand même une preuve de peut-être de notre innocence. Alors on pense pas à ce mot-là de suite, bien sûr, mais c'était quand même une preuve que c'était pas si gros que ce que on avait pu entendre dire depuis le début. Il faut savoir qu'avec mon avocat, on n'avait même pas demandé le retour de mon travail, on avait juste demandé la mise en liberté. Et je me souviens de la sortie de cette entrevue avec la juge d'instruction où mon avocat me dit mais vous imaginez, vous avez le droit de travailler. Mais je trouve hallucinant, Céline, parce que
Céline, vous l'avez, que votre procès aura lieu en avril 2021, soit 9 ans après votre garde à vue. Moi, ça m'a laissé sans 9 ans après. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vraiment, moi, je lis ça, je suis en dehors, je peux aller rien après. J'ai dit, attendez, vous avez fait ça, il y a eu, 2012-2013, le procès 9 ans après? 9 ans après. Alors, il faut savoir, il y a quand même eu d'autres choses quand même extraordinaires, c'est qu'il faut savoir que dans ces 9 ans, j'ai été entendu qu'une seule fois. Une seule fois en 9 ans. Le 12 décembre 2012, le jour de ma sortie. Une deuxième fois en 2016. Et la dernière fois au tribunal. Incroyable. Donc je pense que ce dossier est parti bien trop vite et trop fort. Et après, plus personne n'a trop voulu y mettre les mains dedans, de peur de se brûler. Moi, je le vois comme ça. Et d'ailleurs, il est passé de main en main des juges d'instruction. Après le départ de la juge d'instruction qui avait instruit notre dossier, elle a été mutée. Et du coup, plus personne n'a trop voulu s'en occuper. Et ça passait de juge en juge. Voilà, puisque nous, on voit les ordonnances passer. Donc, on voyait que un tel reprenait le dossier, puis ça tenait 2 mois, puis un tel. Et puis finalement, c'est arrivé 9 ans après, alors c'est tard, dans les mains d'un juge d'instruction qui partait à la retraite. Le doyen des juges d'instruction de Marseille. Et je pense que c'était pas anodin. Je pense qu'il nous a renvoyés devant un tribunal, puis il est parti à la retraite. Au moins, il savait que personne pourrait lui reprocher quoi que ce soit. Moi, je le vois comme ça. Et c'est quand même hallucinant. C'est se passer la patate chaude, quoi. Et je me souviens même de mon avocat qui l'a dit au tribunal. Je veux bien que ça soit la faute de personne, mais tout de même 9 ans. Oui. Mais vous-même, comment vous avez vécu ces 9 années avec cette épée de Damoclès sur la tête? Alors ça, il faut avancer parce que vous pouvez pas vous dire. C'est sûr que vous pensez toujours que vous êtes mis en examen, que vous allez avoir des frais d'avocat parce que le tribunal, c'est quand même... c'est onéreux. Mais oui, c'est l'épée de Damoclès. C'est ce que on en avait parlé avec mon avocat quand le procureur de la République donne ses conclusions et ses réquisitions. Il me dit 3 ans avec sursis. Alors sur le coup, je suis abattu parce qu'il me met que du sursis. Contrairement à des collègues à qui il propose du ferme, donc je me dis, on se raccroche toujours à quelque chose. Et on se dit, bon, moi, il m'a pas mis du ferme, mais je dis quand même 3 ans, mais pourquoi il met pas 20 ans? En fait, on en était là. Et puis avec mon avocat, on a dit, mais les 3 ans, je viens d'en faire 9 avec sursis. Donc en fait c'est voilà. Sauf que vous avez été réintégré dans votre fonction de policier. Sauf que depuis là voilà, ce qui était difficile, ça aurait été d'entendre l'inverse et de dire que vous alliez être jugé coupable, parce que du coup on avait réintégré quand même la police nationale depuis 9 ans. On avait repris quelques habitudes. Alors moi je suis parti et je suis responsable syndical, mais on est revenu dans la police. Ça reste dans un coin de la tête. On se dit là il faut que je conserve mon métier, donc c'est compliqué. Ouais. Alors vous avez été effectivement totalement relaxé, mais certains de vos collègues ont été révoqués. Oui. Alors, la révocation a eu lieu sur le conseil de discipline, parce que les fonctionnaires de police sont jugés 2 fois. Une fois par l'administration, donc par nos directeurs, et une fois comme tout justiciable devant un tribunal. Donc, les 3 collègues qui ont été révoqués l'ont été au niveau administratif, qui est passé bien trop vite à mon goût, parce que d'habitude, un fonctionnaire de police est jugé, s'il est jugé judiciairement, il passe en conseil de discipline après. C'est-à-dire que l'administration se base sur ses sanctions judiciaires pour essayer de se faire une idée, puisqu'il y a eu une enquête qui a été finalisée, tout ça. Nous, on est passé très rapidement, c'est-à-dire l'année d'après, sans avoir amené des conclusions. J'ai même un collègue à qui on a reproché quelque chose, alors qu'au tribunal judiciaire, il a été relaxé sur ces faits-là. Et je trouve que l'administration a voulu vite se débarrasser de notre dossier en disant parce que nous on les a jugés. Le conseil de discipline a eu lieu bien avant le procès, c'est ça. Un an après, on est passé fin d'année. Et vous dites, Non, juste un mot. On va pas rentrer trop dans la mécanique judiciaire parce que il y a quelque chose sur le fond quand même. Sébastien Soulet. En fait, je voudrais que vous reveniez à votre quand vous exercez votre métier. Je parle de la BAC Nord. C'est la BAC Nord. Je parle pas du syndicaliste d'aujourd'hui. Vous avez à traiter avec, effectivement, d'essayer d'arrêter le flux, d'essayer d'arrêter les narcotrafiquants, d'essayer de fermer tel ou tel point de deal, etc. Au fond, il y a quelque chose de fondamental. On voudrait comprendre comment on peut y arriver. C'est-à-dire que vous êtes obligé quand même de prendre langue avec ces narcotrafiquants. Vous êtes obligé quand même d'avoir, je ne dirais pas un dialogue, mais quelque chose, parce que évidemment vous affrontez, l'un veut tuer l'autre, entre guillemets. Comment vous faites? Et est-ce qu'il n'y a pas effectivement ce problème, parce qu'on vous a accusé de tout cela? Je veux dire, la fin justifie les moyens ou pas?
Alors ça dépend. Il y a Non, mais dans votre cas, dans le cas de la BAC Nord. Dans notre cas, en fait, vous parlez de relation, bien entendu qu'il y a une relation avec les trafiquants. Parce que quand vous passez toute votre journée dans les quartiers nord, c'est pas parce que vous arrivez sur un point de deal, si vous constatez pas qu'ils sont en train de vendre, vous les arrêtez pas. Donc vous pouvez descendre, vous pouvez parler avec eux, bien entendu. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais oui, mais vous savez qui c'est, mais vous les arrêtez pas. Mais c'est pas si facile, sinon ça irait beaucoup plus vite. La lutte contre les trafiquants de drogue irait beaucoup plus vite puisque on sait. Attendez, c'est vachement important ça. Excusez-moi. C'est-à-dire, vous savez qui c'est. On sait qui trafique. Bien sûr. Mais si vous les prenez pas en flac, on peut pas les arrêter. Mais bien sûr que non. Enfin, pas à notre niveau. Après, il y a des services d'enquête qui sont là pour ça, qui ont les noms. Mais après, il faut avoir des preuves. Il faut avoir. Je comprends. Des mais à un moment donné, nous, à notre niveau là-bas. Mais bien entendu, il y en a plein qui se disent, mais pourquoi vous faites ça? Mais nous, quand on arrive. Je vais vous retracer une matinée quand on passait à 10h du matin dans une cité, on voit un petit clan d'individus, on sait déjà qui c'est qui va vendre là-dedans. Parce que en fonction, mais bien sûr, pas parce qu'ils nous l'ont dit, mais parce qu'en fonction de comment ils sont habillés, en fonction de qui fait quoi, en fonction de qui est connu dans ce quartier, on sait que lui va vendre, on sait que lui va être le chouf, on sait tout. On sait comment ça va fonctionner. Maintenant, il y en a plein qui disent mais vous les arrêtez pas. Mais c'est pas si simple. Maintenant, il va falloir qu'on voit ou qu'on prouve qu'il y en ait un qui ait vendu quelque chose. Il va falloir que lui amène le produit stupéfiant à celui qui vend pour pouvoir l'accrocher. Enfin, c'est plus compliqué. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait dans tous ces quartiers. C'est pour ça qu'il y a une relation avec ces gens-là. C'est que ils savent très bien qui on est et nous, on savait très bien qui ils étaient aussi. Nous, on était là. Oui, c'est vrai que vous le dites dans votre livre. Et ce passage est vraiment fortement passionnant. Ils savaient tout des 70 flics de la BAC sur votre identité, votre surnom, l'immatriculation de votre voiture, c'est incroyable. Mais ça veut tout. On se connaît. Ouais. Mais bien sûr, mais parce qu'il y a une relation et moi je vois souvent, on essaye d'opposer la police avec les jeunes des quartiers et tout ça. Alors on n'est pas amis, on mange pas ensemble, c'est pas ça le souci, mais il y a forcément une relation. Vous y êtes là toute la journée pendant des années. Pendant toute une journée, vous passez dans ces quartiers. Vous vous arrêtez parce que le but c'est pas juste tourner avec une voiture et de passer et juste les regarder. Donc on descend. En fait, il faut faire voir que la loi c'était nous. Et c'était pas eux. Il faut faire voir aussi aux gens qui habitent là, qui ont rien demandé, qui se lèvent le matin pour aller travailler, que la loi c'est la police. Ça veut dire que la police, ils veulent l'avoir. Donc nous, on leur donnait ce sentiment un peu de sécurité, de dire c'était nous qui faisons la loi. Donc on descendait. Plus vous descendez, vous êtes à pied et les jeunes aussi considèrent que vous avez l'étoffe de quelqu'un qu'ils doivent respecter. C'est-à-dire qu'ils voient que vous n'avez pas peur. Exactement. Ouais. C'est un rapport de force perpétuel. C'est-à-dire qu'ils cherchent les limites, vous chez eux et nous chez eux. C'est exactement ça. Et cet équilibre, en fait, est très dur à trouver et il s'adapte, en fait, en fonction de qui ils ont en face d'eux. C'est toujours pareil. Mais voilà, c'est compliqué, mais les quartiers sont souvent comme ça. C'est aussi ce qui est plaisant dans ces quartiers. C'est pour ça que j'ai toujours adoré de travailler dans des quartiers difficiles. Et oui. Alors, parce qu'il y a un rapport de force et une tension. Exactement. Une tension permanente, et vous êtes toujours sur cet équilibre et qui est difficile. Et l'adrénaline, après ça, c'est quelque chose qui... Un mot sur Cédric Jiménez, donc le réalisateur du film BAC Nord. Vous l'avez rencontré avant votre procès. Comment il vous a convaincu de l'aider à faire ce film? Au départ, vous étiez sceptique. Ouais. Oui, parce que quand il... Alors, c'est pas lui qui m'appelle, hein. Il me fait appeler par quelqu'un et sur le coup c'est vrai que le procès avait pas encore eu lieu, on marchait un peu sur des œufs, donc on me dit oui il veut te rencontrer, j'ai dit bah si c'est pour faire un film, parce que ça faisait 6 ans je crois à l'époque où il m'appelle, ça faisait 6 ans que l'affaire avait éclaté, j'avais dit si c'est pour faire un film sur un flic qui arrache une sacoche, parce que c'est ce qu'on disait, à un dealer et qui va la vendre, qui fasse le film, je savais même pas de qui on me parlait à ce moment-là. Du coup j'ai regardé quand même vite fait sur mon téléphone qui il était, j'ai vu que c'était le réalisateur de La French et tout ça, donc du coup j'ai accepté de le voir et là il me dit bon ben voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu, j'ai fait tout ça, moi je suis Marseillais, ça m'intéresse quand même, il y a quelque chose qui me convient pas dans tout ce que j'entends. Et là je lui ai dit écoute, si tu veux savoir réellement l'affaire de la BAC Nord, j'y ai été 8 ans, tout ce que tu as entendu, vu, lu, tu effaces et là je vais t'en parler. Et c'est de là que c'est sorti. Et oui. Et un truc, vous le racontez, un truc le chiffonné, c'est que vous et vos collègues aient été capables de mettre à l'amende des trafiquants dans une cité pendant plusieurs années. Un racket que vous auriez opéré donc sans que l'un ou l'autre ne se soit pris une balle. Cela ne pouvait pas fonctionner selon lui. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais ça on l'a jamais vu. Enfin, moi c'est ce que j'ai dit. Alors il y en a qui vont me sortir toujours un extrait d'un fonctionnaire peut-être qui a fauté et qui va me dire oui là c'est arrivé. Mais
dans les quartiers nord de Marseille, je parle de ce que je connais, des policiers pendant 8 ans ne peuvent pas arriver dans un point de stup, un point de deal, arriver, prendre une sacoche, partager l'argent et dire au revoir, merci, à demain. Mais quand vous voyez qu'ils sont en train de se tuer, tristement, l'actualité me donne raison, ils se tuent pour pas grand-chose, je pense pas qu'ils nous auraient laissé, ou alors ils nous auraient vite fait comprendre qu'il fallait arrêter de passer dans cette cité. Et ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que sur la procédure, ils sont allés chercher des voyous et des trafiquants de stupes en prison pour leur dire, allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur les fonctionnaires de la BAC Nord, c'est le moment, vous inquiétez pas, ils sont en prison. Ah oui, carrément. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. En tout cas, le procureur avait dit dans ses réquisitions qu'il y aurait un avant et un après BAC Nord en ce qui vous concerne. Il a eu raison. Oui. Après 9 ans de souffrance, 9 ans de tourmente, votre choix a été celui de l'engagement syndical. Vous nous direz pourquoi dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras. J'ai embrassé un flic, dit Renaud, c'est amusant. Mais hors antenne, justement, on a discuté avec Céline et vous, Sébastien Soulet. Vous disiez, attendez, c'est plus compliqué que ça et c'est très intéressant. C'est-à-dire, je vous disais, attendez, moi j'ai beaucoup entendu que la police aujourd'hui, auprès de beaucoup de jeunes, quand je dis de jeunes, dans le sens de jeunes dans la délinquance, c'est un clan hostile. Voilà, on a le clan tel, on se prend avec eux. Mais et vous savez très bien, on entend du matin au soir, en tout cas dans certaines manifestations, la police tue, tout le monde aime la police. Hein, c'était tout le monde aime la police, moment de Charlie Hebdo. Voilà, ACAP, etc. All cops are bastards, etc., et toute la littérature. Et vous dites, et vous disiez en antenne, attendez, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce n'est pas vrai, moi je suis policier aujourd'hui, je suis syndicaliste, je suis toujours à Marseille, et ça se passe pas du tout comme ça. Or, vous êtes quand même 2 clans l'un contre l'autre. Oui, mais c'est compliqué. Alors, il y a des clans qui sont des branches dures, comme tout. Donc là, le dialogue est rompu, ça fait longtemps, et ils sont comme ça. Après, pris séparément, moi je l'ai pas vécu comme ça. Pris séparément avec, il faut enlever l'effet de groupe qu'on peut avoir dans une cité quand on veut parler avec un trafiquant ou un voyou qui est déjà passé par la case de prison. Si on l'enlève et qu'on parle entre hommes, on arrive à en parler, et qu'on parle entre hommes, bien entendu. Mais moi j'ai déjà vu des jeunes qui arrivaient et qui me disaient mais j'ai compris, je le méritais. Là j'ai mérité que tu m'arrêtes. Oui, j'avais fait le con, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Alors est-ce que c'est une majorité ou quoi, je sais pas. En tout cas, moi cette opposition avec la police déteste les jeunes et les jeunes détestent la police, moi j'y crois pas. Je pense que quand on se connaît, on arrive à se comprendre, chacun fait ce qu'il a à faire, ça c'est une certitude. La police sera toujours là pour les arrêter, ça y a pas de souci non plus. Mais c'est plus complexe que ça. C'est que quand on se connaît, il y a forcément ce relationnel qui fait, parce qu'on est tous les jours dans les quartiers et on sait quand ils ont des enfants. Alors c'est peut-être ce moment-là qu'ils changent peut-être de braquet et qu'ils ont famille, enfants et tout ça. Ouais. Exactement. Et qu'ils prennent un peu de plomb à l'aile et qu'ils se disent bon, il est temps que je me retire quand ils peuvent. Mais voilà. Mais c'est pas un clan contre notre clan. Il y a des branches dures, oui, qui nous voient comme ça. Maintenant, je suis pas certain que ce soit comme ça. Moi, je croise des gens en dehors de mon travail que j'ai déjà arrêté et on se parle librement parce qu'il y a aucune retenue et puis il y a pas d'animosité. Et oui, Sébastien Soulet, le 5 mars dernier, les magistrats marseillais ont dit devant la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, nous sommes en train de perdre la guerre. Ils ont même qualifié Marseille de narcoville. Qu'avez-vous envie de leur répondre aujourd'hui sur Sud Radio ? Merci. Merci de rejoindre nos propos qui datent quand même de plusieurs années. Quand on parlait de mexicanisation, c'est des propos de mon syndicat Alliance. Et c'est des mots qu'ils ont repris quand on disait que ça devenait compliqué, puisque nous on fait remonter quand même l'état des troupes, hein. Quand on parle des policiers, c'est les policiers de terrain qui nous font remonter leurs inquiétudes et la difficulté de faire notre métier de nos jours. Et là je vois que, alors est-ce qu'ils ont eu un courage, je sais pas si c'est un courage de dire la vérité, en tout cas ils l'ont dit, c'est déjà pas mal, donc ils vont dans notre sens. Maintenant, ils demandent un plan Marshall. Oui, mais vous le proposiez aussi. On l'aviez déjà proposé, ça faisait, oui, mais ça attendez, faisait un moment. Plan Marshall, tout ça, on dit ça, et c'est vrai que vous l'avez dit depuis des années, les magistrats le disent maintenant. Hier, à Rennes, pendant 1 heure, des trafiquants se sont battus
à la Kalachnikov ou à la K-47, gilet pare-balles, 1 heure à Rennes. Hein, je parle pas de Marseille, là, on parle de Rennes. Ouais. Non mais je veux dire, on a l'impression qu'on dit ça, que Gérald Darmanin disent oui, effectivement, c'est plus possible, nous condamnons ça, c'est impossible. Et on a l'impression que voilà, ça continue, on s'habitue, c'est la quotidienneté. Alors, j'exagère peut-être, mais il y a quelque chose quand même de... Mais vous exagérez pas, c'est ça. Le problème, c'est que ça devient le quotidien, et le quotidien, il peut tuer, parce que du coup, on s'habitue à tout. Et c'est ce à quoi, justement, nous, on essayait de faire remonter ces problématiques, c'est qu'on s'habituait même à un quotidien à Marseille qui est pas la réalité. C'est la réalité de ce qu'on vivait, mais c'était pas la normalité, en tout cas. Et du coup, c'est ce qu'on voulait faire ressortir. Maintenant, je pense que le constat, maintenant que les magistrats ont fait un état des lieux, le constat est posé. Il n'y a plus que le nôtre, il y a celui aussi des magistrats maintenant. Maintenant, il faut se retrousser le manche. Et sincèrement, je pense que la guerre est perdue, je ne le dirai pas. Parce que si on dit ça, il faut savoir que quand même c'est manquer de respect à nos policiers qui toute la journée travaillent dans la difficulté dans ces quartiers. Baisser les bras. Mais on voilà. Plus rien, et nous, quoi. voilà. Et ça, moi, ça c'est pas des mots que je dirais parce que je vois ce que font les collègues dehors dans les quartiers et on peut pas dire que la guerre est perdue. Par contre, si on ne se retrousse pas les manches très rapidement, et quand je dis très rapidement, je pense qu'on aurait déjà commencé, on aurait déjà dû commencer. Ça fait un moment. Je pense que c'est trop tard. Il va falloir prendre des mesures fortes, très rapides. Ça, c'est une certitude. Mais il faut Lesquelles, selon vous? Mais il faut arrêter de faire des constats parce que là. Quelles mesures fortes? Lors des constats. Mais déjà, je pense qu'il va falloir. Je sais que c'est un mot qui fait peur. Alors chaque fois, on est taxé de mots bizarres, mais il va falloir il y a un manque de prison qui est cruel. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un comprenne quelque chose, une sanction, il va falloir le sanctionner très lourdement et très rapidement. Si on peut faire un parallèle avec ce qu'on a vécu, c'est pas parce que vous aurez une sanction 9 ans après que vous allez la comprendre. Parce que vous imaginez bien que quand vous êtes voyou, dans les 9 ans, vous en avez fait d'autres des bêtises et du coup, vous comprenez même pas pourquoi vous êtes jugé. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une justice qui soit très rapide et très réactive et après il faut arrêter l'excuse de la première fois, deuxième fois, troisième fois. On trouve des excuses. Mais voilà, ouais. Je pense qu'à un moment une sanction, si on veut la comprendre, il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'ils comprennent. Il faut récupérer parce que je pense qu'il faut pas laisser la jeunesse non plus penser que les trafics de stupes c'est le film Scarface, c'est-à-dire qu'il y a une ascension exceptionnelle. Et il faut surtout leur raconter la fin du film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts. La fin est toujours tragique, c'est ou la prison ou la mort. Et je pense qu'il faut passer dans les collèges, peut-être même avant, responsabiliser les parents aussi parce que je pense que ça commence par là, l'éducation des parents et faire passer des fonctionnaires de police dans les écoles. Moi, je me bats pour que ça arrive le plus souvent possible avec des jeunes et leur faire comprendre que le trafic de stupéfiants, que la police c'est pas un ennemi, déjà, on en parlait. La police c'est pas un ennemi, c'est un être humain comme tout le monde qui a une famille, qui a des enfants, qui peut souffrir aussi et leur dire qu'un trafic de stupes, oui, on va gagner de l'argent très vite, mais la fin, on la connaît tous et il y en a pas grand monde qui échappe. Voilà, je crois que c'est la morale de l'histoire. Et la morale de l'histoire, en fait, c'est qu'il faut aussi, vous savez, une bonne dose de colonne vertébrale, parce qu'il faut que la justice aussi joue son rôle. Et malheureusement, enfin je le dis en tout cas à titre personnel, je suis pas sûr que la justice joue son rôle. En tout cas, votre livre Sébastien Soulet, il est passionnant, Flic à la BAC Nord. C'est bien parce que vous avez tenu le coup, il faut tenir le coup, je crois que c'est le plus important. Hein. Toujours, je pense, il faut jamais baisser la tête. Sébastien Soulet, merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Effectivement, je rappelle que votre livre Flic à la BAC Nord est paru chez City Éditions. Chers auditeurs, lisez ce témoignage exceptionnel, une vérité brutale, brûlante et terriblement aussi humaine. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio.